J'avais envie depuis très longtemps d'écrire sur les musiques créoles, dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des livres sur la musique des Antilles françaises, il y a des livres sur le calypso, il y a des livres sur la musique brésilienne, il y a des livres sur la musique du sud des États-Unis, mais il y a eu très peu de tentatives pour embrasser d'un seul coup toutes les musiques créoles qui sont nées sur 3 continents pendant 3 siècles, ce qui est quand même un des patrimoines musicaux les plus importants, les plus profus et les plus divers de l'humanité. Ce qui m'a peut-être déterminé, c'est des rencontres avec Édouard Glissant. Édouard Glissant me parlant des langues créoles, des cultures créoles et de cette petite singularité que nous avons, nous, Antillais, d'en quelque sorte, prophétiser un monde à venir, un monde à la fois sans frontières et sans une échelle des valeurs et une échelle des appartenances qui ressemble à celle selon lesquelles le monde a été gouverné pendant des années, pendant des siècles. Et donc, ce qui me fascinait le plus, c'est à quel point, quand on était en France, des gens vous disaient que la biguine leur rappelait un peu quand même des musiques de Normandie peut-être, qu'elles avaient quelque chose de très français. Et quand j'allais au Sénégal, des gens me disaient que la biguine était forcément une musique africaine. Et en tant qu'antillais, j'avais juste un doute. Je me disais, et pourquoi cette musique-là ne serait pas simplement antillaise? Que cette musique ne serait pas un morceau d'Afrique en Amérique, ni un morceau d'Europe en Amérique, ça serait un bout d'Amérique, un bout de ce que sont nos peuples qui sont nés de la colonisation du Nouveau Monde par les Européens qui ont fait venir des Africains et aussi des Asiatiques, avec aussi des populations amérindiennes qui venaient sur place. Donc, il y avait une extraordinaire singularité dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde le reconnaissait. On disait que les Antilles, le Brésil, sont des pays métis, des lieux de métissage, mais soudain, les musiques n'avaient pas le droit de l'être. Et en rencontrant Édouard Glissant, j'ai réalisé qu'une vague impression, un sentiment personnel, avait une vraie pertinence historique. Entre le blues, le reggae, le zouk, le calypso, la samba, le son cubano, il y a plus que des proximités, il y a quelque chose qui est une identité collective, et cette identité, c'est l'identité créole, qui est une identité qui n'est pas noire et blanche, c'est une identité qui n'est ni noire ni blanche. Et quand on déracialise la question des musiques, on réalise soudain que la bossa nova, qui serait une musique blanche du Brésil, comparativement à la samba, qui serait une musique noire. Et qu'est-ce qu'on ferait des musiques cubaines qui sont jouées autant par des noirs que par des blancs? Et la question n'est pas uniquement noir ou blanc, ce n'est pas uniquement Afrique ou Europe, comme si ces centaines de millions d'humains pendant 3 siècles et demi avaient été incapables d'inventer quelque chose par eux-mêmes, comme si les musiques était par définition le décalque de quelque chose d'autre. Comme si dès qu'un noir joue de la musique au XXIe siècle, il représente l'Afrique, et comme si un blanc jouant de la musique représentait l'Europe. Considérons le monde créole pour ce qu'il est, un monde compliqué, difficile, douloureux, opaque, imprévisible, mais aussi un monde où la créativité est dégagée de la question raciale. Il y a une évidence dans notre pensée contemporaine sur les cultures, grosso modo les cultures du tiers-monde ou les cultures du nouveau monde. C'est une vision anticolonialiste, post-coloniale, disent certains, mais qui au bout du compte est aussi caricaturale qu'une vision coloniale. C'est-à-dire que très souvent, dans le regard sur les musiques créoles, on dit il y a un tambour, il y a du rythme, on danse très fort, c'est donc l'Afrique, c'est donc une musique noire. Il y a ici un violon, une guitare, une mélodie,
c'est donc de la musique européenne, c'est donc de la musique blanche. Et on se rend compte que la vision dite postcoloniale des musiques noires, notamment, et de la blanchité de certaines musiques, est une vision tout aussi raciste que la vision coloniale, voire colonialiste. L'invention de la musique noire par la culture du sud des États-Unis, il faut bien voir où est né le concept, l'idée de musique noire, c'est le sud des États-Unis, et c'est un moyen de partager, c'est un moyen de ségréguer, de dire cette musique est une musique inadmissible, c'est une musique que nous refusons, nous allons donc dire que cette musique est noire. Le blues, le jazz, le rock and roll, le funk, la soul, ce sont des musiques noires parce que ce sont des musiques rejetées par l'establishment. Ce ne sont pas leurs racines plus ou moins africaines, plus ou moins européennes, ce n'est pas le phénotype des musiciens qui la jouent, mais quand on a Elvis Presley, un blanc du sud des États-Unis qui joue une musique, les conservateurs disent il joue une musique nègre, il joue une musique noire. Peu importe quelle est la racine, quelle est la construction de cette musique, on y plaque un cliché, un stéréotype racial. Et ce qui est le plus angoissant, c'est que dans la gauche européenne, et jusqu'à aujourd'hui, on reprend ces stéréotypes au nom d'une espèce de vision postcoloniale qui ferait que 3 siècles ou 2 siècles ou 4 siècles parfois après l'arrivée d'Africains sur un territoire, leur musique serait pour 10, 20, 30, 40 générations éternellement une musique africaine. Et c'est aussi ça qui fait que très souvent l'identité musicale, voire culturelle, de certains lieux, de certaines musiques, de certains traits culturels, de certains artistes, est parfois si complexe à établir, mais dès lors que l'on retire cette idée que toutes les musiques doivent être soit d'essence européenne, soit d'essence africaine, soit des musiques blanches, soit des musiques noires, on n'arrive pas à comprendre ce qui a fabriqué ces centaines de genres musicaux au Nouveau Monde. Dès lors que l'on admet que l'on est devant des musiques qui ne sont ni noires ni blanches, on comprend quelle est la parenté entre la bossa nova et le reggae, entre le zouk et le negro spiritual. On comprend enfin ce qu'est cet énorme ensemble de musique qui est un des moments de créativité des cultures populaires les plus extraordinaires, les plus denses et les plus féconds de l'histoire de l'humanité. La créolité est un type d'identité particulier. Pour reprendre une des métaphores d'Édouard Glissant, une situation créole, ce n'est pas uniquement un endroit où 2 origines se rencontrent. La créolité, c'est ce génie qui fait que lorsque l'on additionne 2 éléments culturels de provenance différente, leur somme est supérieure à ce que donnerait l'arithmétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose d'européen avec un peu d'Afrique, on n'a pas un peu d'Afrique avec un petit soupçon d'Europe, non, on a quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau, de tout à fait différent, et sur lequel il est parfois extrêmement difficile de discuter sur l'identité. Pour employer un mot de Glissant, la créolité est un tremblement. C'est quelque chose entre 2 lieux, mais c'est beaucoup plus que la rencontre de ces 2 lieux. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui dépasse la somme de 2 éléments. C'est ce génie particulier qui fait que vous prenez des Africains débarqués d'un bateau, des Européens qui eux-mêmes ont une histoire extrêmement complexe, vous les mettez ensemble dans un lieu de catastrophe où ils sont dans une terre inconnue, dans des circonstances inconnues du point de vue géographique, du point de vue du climat, du point de vue des maladies, du point de vue de la nourriture. Et ensemble, ils inventent quelque chose. Alors, parfois, ils ne sont pas du même côté du fouet. Il y en a un qui tient le fouet et il y a l'autre qui le reçoit. Mais ensemble, néanmoins, quelque chose se fabrique. Et ce quelque chose, c'est les langues créoles, c'est les cuisines créoles, c'est les musiques créoles. C'est quand on se rend compte qu'il existe
des centaines de genres musicaux qui existent encore aujourd'hui, sans compter les centaines de genres musicaux qui ont disparu dans le fracas de l'histoire. Et on se rend compte que tout ça est né dans un crime interminable, qui est celui de l'esclavage, qui dure 3 siècles et demi, et qu'on est devant un des pires cataclysmes de l'histoire humaine, mais c'est un des cataclysmes les plus féconds. Et c'est ça qui est phénoménal. C'est-à-dire que, oui, c'est des pays de soleil, mais c'est des pays de désastre, c'est des pays de torture, c'est des pays de souffrance, c'est des pays d'exploitation, c'est des pays d'une violence absolument incroyable et d'une créativité qui semble proportionnelle à la cruauté de cette violence. Les identités créoles transcendent très souvent les rapports de domination. Que l'on pense en termes marxistes ou que l'on pense en termes freudiens, dans une identité créole, il y a, oui, un dominant, un dominé, un maître, un esclave, un capitaliste et un prolétariat, un colon et un colonisé. Mais il y a quelque chose de plus. Ce qui est singulier avec les cultures créoles, c'est que le plus souvent, leur créativité naît des très minces interstices dans lesquels la liberté est donnée aux dominés. Et que l'on est en permanence dans un rapport de fascination du dominé pour le dominant, mais également du dominant pour le dominé. Au dos de la couverture de Ni Noire ni Blanche, on a choisi une image qui est très singulière, qui représente un menuet Congo. Un menuet Congo, c'est un menuet qui vient d'Europe, mais dans lequel on a mêlé des pas de danse qui ont été empruntés aux esclaves africains. Et ce qui est fascinant avec le menuet Congo, qu'on va danser à la cour du roi Louis XV quand même, ce qui est fascinant avec le menuet Congo, c'est que c'est autant une danse des hautes classes de la société qu'une danse absolument prolétaire. Danser pieds nus, dans la poussière, derrière les cases des esclaves. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans un rapport d'échange, de fascination, de rapt, de haine de soi également, de chacun. C'est-à-dire que chaque groupe, chaque ethnogroupe, dans ces sociétés qui sont d'une complexité sociale et raciale absolument incroyable, chaque groupe va prendre un peu au-dessus, un peu en dessous de lui. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des langues créoles, il y a une créativité phénoménale pour décrire des phénotypes, pour décrire des couleurs de peau, des types physiques. Dans le créole des Antilles françaises, on a à peu près 200 mots et expressions pour désigner des couleurs de peau et des types physiques. C'est une créativité totalement incroyable. Mais ça correspond aussi à une stratification sociale. Ça correspond même à une stratification sociale à l'intérieur des familles. Car à l'intérieur d'une famille, les métissages font que personne n'a exactement la même couleur. Et donc, instinctivement, ces sociétés inventent des hiérarchies qui se croisent, des hiérarchies sociales, raciales, économiques, sexuelles, religieuses, politiques. Et les musiques sont la transcription de tout cela. Et des identités musicales nationales, le reggae en Jamaïque, le tango en Argentine, la samba au Brésil, la biguine chez les Français des Antilles, sont à l'origine des musiques du menu peuple, des musiques qui ont été pourchassées, rejetées, refusées par l'establishment. Ce sont des musiques qui sont venues du bas vers le haut. Aujourd'hui, c'est l'identité culturelle de certains pays, c'est le drapeau de certains pays, et pourtant, ce sont des musiques qui viennent de tout en bas de la société. Et si on regarde la manière dont fonctionnent les cultures européennes, ce n'est pas le cas des cultures européennes. Dans les cultures européennes, ce n'est pas la marge, ce n'est pas le bas de l'échelle sociale qui va définir la norme culturelle. Or, c'est ce qui se passe dans les sociétés créoles. Je n'allais pas entreprendre une encyclopédie des genres musicaux créoles, une vie ne suffirait pas, ça ferait un livre de 3000, 4000 pages pour des centaines de genres musicaux. J'ai préféré m'en tenir à un axe qui est une réflexion sur la genèse des musiques créoles. Comment apparaît une musique créole, comment elle se construit historiquement, socialement, comment ça se fabrique.
comment se fabrique le reggae, comment se fabrique le negro spiritual, comment apparaît le zouk, comment apparaît le calypso, comment apparaît le tango. C'est cette réflexion-là, une réflexion sur la genèse, sur la manière dont les sociétés créoles favorisent cette créativité, sur la manière dont elles ont besoin de cette créativité pour vivre, pour continuer à avancer, pour continuer à survivre même, comment chacun des individus dans ces sociétés a besoin de la musique. Et c'est une réflexion sur l'histoire de ces musiques, la naissance de ces musiques, même si cette naissance est parfois extrêmement récente. Et donc, il y a grosso modo deux options. Une première option, c'est ce que j'appelle l'effet vélo, c'est-à-dire qu'on sait bien comment un vélo tient debout, un vélo tient droit, un vélo tient en équilibre parce qu'il avance. Et les musiques créoles fonctionnent comme ça, les cultures créoles fonctionnent comme ça. Ce sont des cultures du changement, ce sont des cultures de l'innovation, ce sont des cultures du remplacement perpétuel, d'une forme qui remplace une autre, qui en invente une autre, qui en génère une autre, qui en provoque une autre. C'est par exemple effectivement la naissance du reggae. Et il y a un autre effet qui est l'effet jambalaya, qui est, j'ai pris le nom d'un des plats créoles les plus célèbres, qui est de la Nouvelle-Orléans. Dans le jambalaya, il y a des écrevisses, il y a des petits pois, il y a de la saucisse, il y a du riz. Il y a de la tomate. On voit bien quand on regarde dans son assiette qu'il y a tout ça, mais on ne reconnaît le goût de rien. Tout a un autre goût. Tout est différent simplement parce qu'on a agrégé ensemble des choses qui vont se transformer les unes les autres. Et c'est ça, le jambalaya créole. C'est-à-dire, on va prendre un petit morceau d'Europe, un petit morceau d'Afrique, un petit morceau de musique amérindienne. On va inventer quelque chose sur place rapidement avec les ingrédients qu'on a sur place et on invente quelque chose. C'est par exemple le negro spiritual, qui est une musique protestante qui correspond au Great Awakening aux États-Unis au début du 19e siècle. Et pourtant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans le monde protestant et dans le Great Awakening, dans ce grand réveil protestant. Il se passe quelque chose d'extraordinaire qui est la naissance du negro spiritual, qui est une forme typiquement créole, complètement créole, intégralement créole, et qui utilise des éléments qui viennent à peu près tous d'Europe quand ils n'ont pas été créés sur place aux États-Unis par les générations de protestants précédents. Et c'est ça qui est, au fond, la démarche de ce livre, c'est essayer de comprendre en quoi une musique créole est vraiment créole, en quoi une musique créole n'est pas noire, en quoi une musique créole n'est pas blanche, en quoi une musique créole ne se limite pas à une couleur de peau, et que, au fond, c'est un hommage à toutes ces générations qui me précèdent. Je suis descendant d'esclaves, je suis européen par ailleurs, et je sais qu'avant moi, il y a un nombre de générations incroyables qui ont vécu des souffrances que je n'ai pas envie de vivre, et qu'il faut de toute façon expliquer à quel point la race ne suffit pas à expliquer le monde, à quel point la race n'est pas une bonne explication pour le monde, et plus spécifiquement dans les cultures créoles, qui sont aussi l'annonce du monde à venir. Car le monde à venir est un monde dans lequel, effectivement, des Asiatiques vivent en Amérique du Sud, des Américains du Sud vivent en Afrique, des Africains vivent en Asie, les peuples, les religions, les histoires personnelles s'entremêlent, peu à peu, des métissages inédits, nouveaux, imprévisibles surviennent, et la créolité, c'est la métaphore dans le passé de ce qui est en train de devenir l'humanité. Les cultures créoles, c'est certainement l'annonce du monde à venir.